Bonjour Monsieur Gollnisch. Bonjour. Alors nous sommes au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous tenir au courant de ce qui s'est passé récemment comme événement politique au Parlement? Oh, vous savez, le Parlement européen vote en 4 jours à Strasbourg plus de textes qu'on en vote au Parlement français en 6 mois. Alors il est assez difficile de faire un choix dans ces textes qui sont souvent extrêmement confus, pas toujours utiles, quelquefois nuisibles. Un élément qui m'a beaucoup choqué et dont la presse a peu parlé lors de la dernière session à Strasbourg a été la véritable mise en accusation de la Lituanie, coupable, entre guillemets, d'avoir, dans une loi sur les publications destinées à la jeunesse, comme il en existe dans tous les pays de l'Union, demandé que ces publications ne fassent pas l'apologie de la polygamie, de l'homosexualité, de la transsexualité, etc. Autrement dit, ces pratiques n'étaient pas interdites par la loi, mais on demandait de ne pas en faire l'apologie auprès des enfants. Eh bien, ceci a été considéré comme discriminatoire par le Parlement. Et on a vu la majorité PPE, c'est-à-dire le groupe démocrate chrétien, dont font partie par exemple les députés français UMP, se coucher littéralement devant ce diktat et voter une résolution qui demande à la Lituanie de revenir sur cette législation. On a vu le pauvre président Vytautas Landsbergis, qui a été le héros en quelque sorte de l'indépendance nationale lituanienne face à l'Union soviétique, se courbé devant ce que le dissident soviétique Boukhovski appelle de plus en plus à juste titre l'Union des républiques soviétiques européennes. C'était un assez étrange spectacle et je regrette que ça n'a été pas davantage connu en Irlande parce que ça aurait donné l'exacte mesure des fausses garanties qui ont été données à la nation irlandaise. Il est bien évident qu'on a là joué sur la lassitude et que, après que la majorité des Irlandais se soient couchés pour diverses raisons, à la suite de ce qu'il faut bien appeler un harcèlement politique aussi condamnable que le harcèlement sexuel ou le harcèlement professionnel, eh bien, ces garanties voleront en éclats. En parlant de l'Irlande, j'ai lu qu'il y avait des sociétés comme Intel qui ont menacé les Irlandais au cas où le vote serait négatif. Microsoft a fait de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des pressions absolument scandaleuses, ce sont des chantages qui vicient naturellement la validité du consentement donné par le peuple irlandais. La tactique est claire, n'est-ce pas? On sait que les peuples sont contre l'avènement du super-État euro-mondialiste. Alors, dans toute la mesure du possible, un peu partout en Europe, on contourne le peuple en passant par les élites, par ce que j'appellerais l'hyperclasse. Et on passe notamment par la ratification parlementaire. Sarkozy l'a dit devant moi et devant 7 ou 8 autres présidents de groupes parlementaires lors de la dernière mandature. Il ne veut pas d'un référendum en France sur le traité de Lisbonne parce que le résultat est douteux. Autrement dit, comme les Français risquent de ne pas être d'accord, je me passerai de leur demander leur avis. Et a-t-il ajouté, non sans cynisme, mais avec beaucoup de franchise, s'il y a un référendum en France, eh bien, le gouvernement anglais se considérera comme obligé aussi de passer par la procédure du référendum. Et là, le résultat n'est pas douteux. Il sera négatif. Autrement dit, les peuples sont contre, eh bien, changeons de peuple. Voilà quelle est en quelque sorte la pratique. Et pour les autres, ceux que l'on est obligé de consulter, comme les Danois, comme les Irlandais, parce que leur système constitutionnel l'impose, eh bien, on joue sur la lassitude. C'est-à-dire quand ils votent mal, entre guillemets, quand ils ne votent pas dans le sens que l'hyperclasse a décidé, eh bien on les fait revoter et on joue sur la lassitude qui s'exprime, il faut bien le dire aussi, à l'occasion des élections européennes, parce que beaucoup de mécontents se sont abstenus au lieu de voter pour nos listes, malheureusement, et ils croient contester le système en s'abstenant, en restant chez eux, ce qui est absurde, car les tenants du système sont ravis si les mécontents s'abstiennent. Nous savons qu'en France, il y a très peu de liberté de la presse. Nous avons remarqué lors du divorce de Nicolas Sarkozy, les journaux qui ont osé en parler ont dû s'informer à l'étranger, puisqu'à peu près tous les grands patrons de presse français sont amis du président. Et
Oui, il y a même des journalistes qui ont été débarqués. Oui. Ce qui n'a pas empêché le Parlement européen lors de la dernière session d'accuser l'Italie d'avoir une presse sous contrôle présidentiel. Oui, c'est tout à fait extraordinaire parce que je pense qu'il y a moins de pression directe exercée par Berlusconi sur les médias dont il est propriétaire, mais où justement il s'astreint pour cette raison à une certaine prudence, qu'il y en a en France. Où les médias et le monde de l'édition sont en très grande majorité propriété de trois groupes qui vivent de dépenses de crédit public, qui sont un groupe de BTP, Bouygues, propriétaire de TF1, etc., et deux groupes d'armement, Dassault et Lagardère. Par conséquent, ces trois groupes vivent de commandes publiques et n'ont rien à refuser au gouvernement, et encore moins Nicolas Sarkozy, leur patron étant les amis personnels de Nicolas Sarkozy. Par conséquent, je pense que avant de regarder ce qui se passe en Italie, nous ferions mieux de balayer devant notre porte. Est-ce que vous pourriez à tout point de vue. Nous parler de la saga de vos procès, parce que vous aviez, je crois que c'était en 2006 ou 2007, dit que vous n'étiez pas expert au sujet d'un certain fait historique que l'on ne peut pas débattre. Et vous avez j'avais même regretté, j'avais même dit que le débat appartenait aux historiens sur ce qu'on est convenu d'appeler la Shoah, les camps, la Deuxième Guerre mondiale dans son ensemble. Et j'ai été incriminé d'une façon absolument incroyable pour avoir osé prononcer le mot débat, ce qui apparemment est un blasphème. Le débat dont je parlais, c'était celui qu'ouvraient les journalistes par leurs questions. Il a fallu presque 50 procédures pour que la Cour de cassation casse et annule les condamnations me frappant. D'une façon absolument éclatante, le fasse, non pas pour un vice de forme, mais au fond, considérant que les propos qui avaient servi de base aux poursuites et aux condamnations de ma personne étaient des propos artificiellement raboutés les uns les autres, extraits de leur contexte, des bribes de réponse à des questions qui n'étaient pas précisées. Autrement dit, la Cour de cassation a dénoncé ce montage, et ceux qui s'en étaient servis, à commencer d'ailleurs, hélas, par les magistrats de première instance et d'appel, et la Cour de cassation a également admis le moyen que j'avais formulé avec mes avocats, à savoir que même d'ailleurs bricolés ainsi, ces propos ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. Il s'agit donc d'une cassation, c'est un fait très rare, une cassation sans renvoi. C'est-à-dire que quand la Cour de cassation casse, en principe, elle renvoie devant une autre juridiction. Là, elle a considéré que comme il n'y avait rien qui subsistait de l'accusation portée contre moi, il n'y avait pas matière à recommencer un procès. Mais comme j'étais poursuivi par deux voies différentes, triste privilège, puisque j'avais fait l'objet d'une instruction qui avait conclu, elle aussi de façon éclatante, à mon innocence, mais qui n'avait pas empêché le ministre de la Justice français de l'époque, M. Perben, de me faire traduire devant le tribunal correctionnel. Eh bien, pour cette raison-là, les tribunaux, la Cour d'appel de Lyon, continuaient de se réunir. Alors, je suis allé à cette Cour d'appel, cette chambre de l'instruction qui contrôle l'instruction, et je crois leur avoir dit tout, et même le reste, dans une séance dont j'ai demandé et obtenu qu'elle soit publique, et ceci devrait mettre un point final à l'ordalie judiciaire. Mais maintenant, c'est moi qui vais attaquer, parce que je pense qu'il faut que cette affaire serve d'exemple, et un certain nombre d'associations prétendues antiracistes se sont très très mal comportées dans cette affaire, et leurs procédures sont abusives, leurs moyens sont disproportionnés, et je compte bien les attaquer. Est-ce que c'est pas contraire à tous les principes des droits de l'homme d'accuser quelqu'un deux fois, enfin oui, de le poursuivre deux fois pour la même chose? Un principe qui s'apprend dans les facultés de droit, en deuxième année de droit, qui s'appelle le principe non bis in idem, et qui est très clair dans ce domaine. D'accord, je vous remercie, Monsieur Gollnisch. Je vous en prie.